Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteur Frédéric Berg. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ouais, très bien, très bien. Très contente de vous recevoir et vous avez publié dernièrement un magnifique ouvrage qui s'appelle Grand Trail, que vous avez fait en compagnie de votre frère Alexis qui a fait les photos et vous avez fait les textes. C'est ça, il a fait l'intégralité des photos, c'est son métier, hein, il est photographe, grand reporter depuis quelques années. Et moi j'ai fait presque tous les textes parce qu'il en a fait aussi. Ah, ok. Puis j'aime bien dire qu'il écrit encore mieux qu'il fait des photos. Vraiment, dans cette aventure, il a un peu la place de l'artiste et moi de l'artisan. Et il a conçu, c'est moi qui cours, mais c'est lui qui a eu l'idée, la première idée du livre. Ça lui est venu en me suivant sur une course. Il a été fasciné par le rapport entre l'espace naturel, aussi l'unité de temps. Toutes les courses dont on parle sont des courses qui durent longtemps. Tout ça l'a beaucoup interpellé en tant que photographe. Et l'idée du livre, c'est lui. Donc je lui rends... là, il est au Laos, donc je pense pas qu'il m'entende, mais je lui rends ça parce que c'est la vérité. C'est lui qui a eu l'idée de ce livre. Et comment vous avez commencé à faire du trail? Moi, j'ai commencé sur un accident. Dans la vie, on construit beaucoup de choses sur des rendez-vous comme ça. Moi, j'étais un joueur de rugby. J'ai même beaucoup joué ici au Québec. Et à 37 ans, je jouais toujours et je me suis cassé la jambe en 1000 morceaux là, en 2007. Et quand je me suis fait opérer, je suis tombé sur un chirurgien un peu original qui m'a dit, avant de m'endormir, avant de me geler, là, il m'a dit je connais les sportifs, pour la convalescence, il faut qu'ils s'accrochent à un but. Et donc il m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose, mais qui serait comme un challenge, que tu pourrais décider de faire dès aujourd'hui, là, avant même que j'opère, parce que ça te permettra d'avoir un objectif dans la tête. Et moi, j'ai travaillé comme journaliste à l'île de la Réunion. Puis j'y ai fait aussi beaucoup de sport là-bas. Et il y a une course qui s'appelle la Diagonale des Fous, dont on parle longuement dans le livre. Que vous avez fait à 2 reprises? À 4 reprises, ok. Et une grosse délégation québécoise avec moi cette année-là. Il y avait beaucoup de monde. Et ça m'est venu tout de suite comme un pop dans la tête. Je me suis dit, parce que quand on vit à La Réunion, c'est un tel événement, c'est l'événement de l'année. Hein. Et je lui ai dit, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, pourquoi pas. Donc, je prends l'engagement là de faire un jour la Diagonale des Fous. Bon, ça c'était le plan initial. Et puis, la convalescence a été longue parce qu'il a fallu mettre des plaques et tout ça. Mais c'est resté dans ma tête, inscrit dès le début. Et je me suis accroché à ça. Pour moi, c'était un objectif obligatoire. Ce qui fait que exactement 1 an et 6 mois après mon opération, je courais la Diagonale des Fous. C'est ma première course à vie avec un dossard. Je n'avais jamais couru avant une course et ça a été la première. Et c'est quoi, 164 km? Oui, 160. Après, ça dépend. Des fois, chaque année, elle peut modifier, mais on est à peu près sur la base d'un 100 miles, donc entre 160 et 170, suivant les parcours. Parfois, il y a des contraintes qui sont liées à... Il y a une année, ils ont trouvé un petit oiseau endémique de la Réunion qui nichait à un endroit par lequel on devait passer. Et donc l'Office des forêts a dit pas question que vous passiez là. Donc on a détourné le parcours et il y a 4 km qui se sont rajoutés. Parfois le volcan est en activité, on détourne un peu le... Il y a une belle photo où on voit justement une coureuse qui passe tout près du volcan qui est en éruption. C'est un coureur. Ah, c'est un coureur? Je pensais que c'est Florent Gouguin, le coureur québécois, qui est originaire de la Réunion, mais qui vit ici depuis 18 ans maintenant. Et c'est lui, c'est une photo un peu, pour nous, un peu... Il y avait l'irruption cette année. Et puis, on a un peu triché pour cette photo. Ah oui? Oui, parce que le parcours ne passe pas par là. C'est une sortie d'entraînement.
Mais elle est tellement symbolique, le volcan fait partie de cette île, et là, et Florent voulait absolument aller courir à côté du volcan. Et donc là, ils se sont approchés avec Alexis, mon frère, assez proches, et ils ont fait cette photo qui est assez incroyable, hein, parce que c'est sa silhouette qui se dessine avec le volcan, bon, c'est pas si dangereux que ça, hein, c'est pas un four, hein, mais parce que la lave, c'est une lave qui coule, c'est pas un volcan qui explose, et on peut être à proximité, il y a aucun danger. OK. Mais ça fait une photo assez forte. Ouais. C'est Florent qui est sur la photo. Mais comment Alexis a pu prendre ces photos-là? Est-ce que les gens du public peuvent être aussi près que ça des coureurs pendant les compétitions? Sur toutes les courses qu'on a décidé de documenter, là, Alexis était toujours photographe officiellement inscrit parmi le pool de photographes qui suivaient là. Et dans ces cas-là, on lui offre, particulièrement à La Réunion, des conditions de travail incroyables. Hein. À La Réunion, il y avait un hélicoptère à sa disposition. Wow! Ce qui fait qu'il a pu approcher, il a pu suivre le début de la course. Avec un hélicoptère, on fait tout en quelques... Et ce qui fait qu'il a pu... Mais pour cette photo particulièrement, c'est une sortie qu'ils ont faite 2 ou 3 jours avant. Et puis ils sont allés proche du volcan parce qu'ils voulaient cette image-là. Ils l'avaient en tête, en fait. Donc... Mais oui... Comme c'est des courses en milieu naturel, toutes ces courses-là, lui, il est obligé de prévoir comment comme il aime beaucoup le rapport à la lumière, donc il aime faire des photos de nuit, de jour. Donc en fait, il s'établit un plan de marche. Parfois, c'est très simple parce qu'il y a des points d'accès faciles. Parfois, pas du tout. Ce qui fait qu'il dit que si lui, il court pas, il a eu parfois à faire... de sacrés efforts. Il lui est arrivé de marcher 4 ou 5 heures uniquement pour aller faire une photo. Wow! Pour faire un aller-retour, parce que il y a des endroits, c'est le cas par exemple au Colorado, là, la Hard Rock, où il a fallu qu'il marche des heures pour aller trouver un point de vue. Là, il n'y a pas de route qui mène. La Hard Rock, il y a 13 cols à plus de 3500 mètres. Il n'y a pas de route qui monte là-haut. Donc, et puis parfois, c'est plus facile parce que par exemple, le Tour du Mont Blanc, qui est un peu l'ultra trail là, emblématique, celui qui fait venir le plus de monde, celui qui aujourd'hui est considéré un peu comme le rendez-vous mondial de l'ultra trail. Bah là, les conditions d'accès sont beaucoup plus faciles. Il y a des routes à proximité. On est toujours sur les sentiers quand on court, mais c'est facile pour des gens qui voudraient suivre la course ou devenir à des endroits. Les routes montent un petit peu partout. Les conditions sont pas les mêmes sur toutes les courses. Ça, c'est sûr. Et une des raisons pourquoi les compétiteurs font des trails, c'est la nature, le décor bucolique. Là. Moi, je me souviens Hong Kong, comment les photos sont belles de voir les coureurs courir dans le sable, là, dans la jungle qui croisent des singes. C'est une des raisons, c'est sûr, c'est que c'est un moyen de visiter des endroits incroyables et surtout d'avoir. On se glisse dans des endroits où il y en a beaucoup où on peut pas aller autrement qu'à pied. Et c'est sûr que pour visiter certains endroits, je pense à Hong Kong, on s'imagine pas qu'il y a des montagnes tout autour de Hong Kong et que c'est ou la Réunion ou plein d'autres endroits. J'étais il y a un mois là aux Canaries, j'ai fait la Transgrande Canaria, qui est une course qui traverse. Il y a des endroits où on est allé, on peut y aller qu'à pied. Hein. Donc c'est un moyen incroyable de visiter un endroit. Après, ce qui fait venir, je pense, beaucoup de compétiteurs à ça, il y a la notion de difficulté. C'est quand même des épreuves longues et tout, donc ça renvoie à ses propres capacités, à une envie de se dépasser et tout ça. Et puis il y a quelque chose qui joue très fort, mais ça, parce qu'on a, pour faire le livre, on a surtout cherché dans la première phase à écouter ce que disait. Moi, je considérais que je pouvais pas, moi, d'emblée, dire l'ultra trail, c'est ça. Donc, notre choix, ça a été d'écouter les gens. Donc, on a rencontré 16 champions. On en a rencontré 15. Là, il y a 15 portraits. Mais on en a rencontré une centaine. Puis des anonymes. Et puis là, on a écouté tout. On a rencontré des gens qui organisent des courses. Qui, eux, nous ont... Et ce qui revient beaucoup dans le rapport même des gens qui sont très compétiteurs, c'est qu'en fait, dans l'ultra trail, ou en tout cas dans le trail, il n'y a plus la même notion de rapport au temps et au chronomètre. Quelqu'un qui court sur route, il sait exactement quels sont ses temps de référence sur 10 km, sur demi-marathon, sur marathon. En trail, tout ça n'a plus aucun sens parce que
Il n'y a pas un sentier qui ressemble à un autre. Il n'y a pas un dénivelé ou un parcours qui ressemble à un autre. Ce qui fait que le rapport au temps qu'on passe pour faire 1 kilomètre, n'a plus le même... Ce qui permet de découvrir, d'une certaine manière, une forme de course à pied beaucoup plus libre. Et il y a énormément de trailers en tout cas de gens qui choisissent cette discipline, parce que ça leur permet de s'affranchir un peu du chronomètre. Et souvent, les compétiteurs ont un parcours qui est très différent, avec plein de trucs mélangés, l'alpinisme, du ski. Alors, vous parlez du parcours. Ouais. Ah ouais, ça c'est sûr qu'il y a des profils. C'est impressionnant quand même à voir qu'ils arrivent à combiner tous les sports qu'ils ont fait dans le passé pour faire ce genre de compétition-là. Oui, c'est sûr. Ça, on va dire qu'il y en a peut-être la moitié qui viennent de la course à pied sur route, et les autres qui viennent d'univers très différents. L'alpinisme est très important parce que là, je parle sous le contrôle de ceux qui font ces sports-là, mais je pense qu'il n'y a rien plus dur que l'alpinisme, en tout cas tel qu'il est pratiqué en haute montagne. C'est des gens qui ont une capacité d'entraînement, un socle d'entraînement extrêmement impressionnant, aussi parce qu'ils sont obligés de supporter des amplitudes thermiques très fortes, la privation de nourriture, d'eau, et en fait, ils ont des entraînements qui sont... Et les très bons alpinistes qui viennent au trail, à l'ultra-trail, même si c'est pas des gens qui courent, ils ont des capacités incroyables. Après, on trouve beaucoup de sports de plein air. Il y en a... Florent Bouguin, je reviens beaucoup à lui, parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré pour ce livre-là. Lui, il faisait du canot, il faisait de la raquette. Bon, c'était un bon sportif, mais il s'est révélé. Il a commencé à courir en sentier en 2012. Aujourd'hui, il fait partie des 40-50 meilleurs mondiaux en l'espace de quelques années. Il a gagné des courses incroyables aux États-Unis. Donc sans doute qu'il avait des capacités. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui se révèlent par ce sport-là, parce que ils trouvent un moyen de liberté, un moyen d'expression. C'est sûr qu'il faut des qualités physiques. Indéniablement, c'est tous des gens où ils sont bons en course à pied, où ils sont bons. Florent était très très bon en course en raquette. Donc il a lâché les raquettes. Mais... Si vous me permettez, on s'arrête et au retour, on continue de parler de Grand Trail. Ok.